Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e masterclass marché public, initiée par la région Grand Est et la préfecture de région Grand Est dans le cadre du Business Act Grand Est et organisée par Grand Innov Plus. Cette masterclass est la 4e d'un cycle de 6 qui vont se dérouler tout au long de l'année 2021. Je suis Ophélie Garnier, responsable du pôle commande publique Grand Est chez Grand Innov Plus, et c'est moi qui vais animer cette masterclass qui porte sur les opportunités de marché liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous êtes quasiment une centaine à vous être inscrits ce matin, dont 67% d'entreprises, 9% d'acteurs publics et 16 acteurs associatifs du secteur de l'insertion ou du secteur du sport. Et nous vous remercions d'être avec nous pour cet événement ce matin. Alors, nous allons accueillir ce matin 7 invités. Alors, nous avions prévu François Werner, qui est remplacé au pied levé par Stéphanie Lambré, chef du service des sports de la région Grand Est. Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons Olivier Debargue, directeur délégué aux achats au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons également Christophe Divy, directeur des ESS 2024 pour les canaux. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, merci Christophe. Nous accueillons aussi Cédric Renaud, directeur du développement de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Voilà, Caisse d'épargne Grand Est Europe, pardon. Merci, bonjour à tous. Nous accueillerons ensuite François Pellissier, donc, qui est président du groupe TechniWood. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons pour la conclusion Boris Ravignon, qui est vice-président de la région Grand Est, délégué à l'économie, au Fonds européen et à la commande publique. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Stéphanie Lambré donc pour ouvrir cette masterclass. Stéphanie, c'est à toi. Oui, merci Ophélie. Donc effectivement, je dois remplacer un petit peu au pied levé François Werner, notre vice-président en charge de la jeunesse et des sports, donc qui a dû s'absenter précipitamment pour des raisons professionnelles sur Paris. Donc je vais essayer de faire au mieux et de me faire sa porte-parole. Alors sans mauvais jeu de mots, puisque la discipline sera pour la première fois olympique en 2024, je dirais que la région Grand Est souhaite surfer pleinement sur la dynamique Paris 2024. Puisqu'elle a décidé de prendre la vague assez rapidement grâce aux opportunités qui ont été proposées par le comité d'organisation en profitant de cette opportunité, en étant labellisée Terre de Jeux très rapidement. Et puis, pour reprendre les termes de Tony Estanguet directement, les Jeux sont une plateforme hors norme d'émotion, d'action et de promotion du sport, et chacun doit pouvoir bénéficier de cette énergie unique. La fête sera plus belle si elle est partagée. L'héritage sera plus fort s'il est co-construit. Donc, la région s'engage pleinement dans ces termes et c'est ainsi que forte de son offre d'équipement sur l'ensemble du territoire, portée par elle-même à travers ces 3 CREPS, mais aussi au travers d'autres collectivités publiques et aussi du secteur privé, forte également de son label Terre de Jeux, de sa géographie transfrontalière et ses paysages et sites naturels qui constituent un formidable atout. Forte également de sa politique volontariste en matière de sport, forte de ses habitants qui ont clairement une fibre sportive. La région entend capitaliser sur les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour faire connaître, porter et assurer l'attractivité de son territoire et de son identité sportive. Au-delà de la valorisation de l'ensemble des infrastructures sportives et services mis à disposition des sportifs pour leurs entraînements pré-olympiques, la collectivité régionale a décidé d'engager très prochainement une démarche globale pour avant tout capitaliser sur cet événement mondial, pour faire connaître le Grand Est, lui conférer une véritable identité sportive, visible et lisible, et permettre également que cette identité s'enracine dans l'esprit des habitants, en créant un élan sportif sur le territoire, par le biais d'un projet sportif mobilisateur et porteur de vivre ensemble et d'attractivité. Faire ciment autour des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 dans le Grand Est, c'est pleinement le souhait de la région et son ambition. Donc, l'objectif vraiment de cette dynamique, c'est qu'elle puisse bénéficier à toutes et tous, et principalement au secteur économique ou au tissu économique local, qui, vous le verrez, pourrait bénéficier de fortes opportunités autour de tout cet élan olympique dans le territoire. Voilà, c'était les mots introductifs qu'aurait pu vous transmettre M. Werner. Donc, on va voir effectivement qu'il y a plusieurs opportunités. Ophélie, je te relaisse peut-être la main. Oui, merci Stéphanie pour ces mots d'ouverture de cette masterclass. Je vais vous proposer un rapide rappel du programme. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h30 ce matin.
Je vous rappelle à tous que cette masterclass est enregistrée et qu'un replay sera donc accessible dès la semaine prochaine sur notre site. Je vous informe également que vous pouvez adresser vos questions à nos intervenants sur le module de questions-réponses proposé dans votre interface Zoom. De façon pour nous de traiter ces questions, les intervenants pourront, s'ils ont des réponses, apporter les réponses par écrit à vos questions dans le module questions-réponses, ou nous pourrons, selon le temps qu'il nous reste à la fin, proposer ces questions à l'un ou l'autre intervenant. Vous pouvez, lorsque vous indiquez une question, peut-être préciser à qui ces questions s'adressent. Comme ça, ce sera plus facile à traiter pour vous répondre en direct par écrit ou à la fin. Et si des questions vous intéressent particulièrement, vous pouvez également voter. Comme ça nous permet de voir celles qui remontent. Et je précise également, certains d'entre vous nous ont adressé des questions dans le formulaire d'inscription. Donc, elles ont été transmises aux intervenants lors de la préparation. Donc, les questions vont être en partie répondues dans les présentations. Et si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à les rappeler par écrit. Et enfin, dernier point technique, lorsque vous quitterez la séance, il y aura une enquête de satisfaction qui vous sera proposée. Merci de la compléter et de nous donner pour nous donner votre avis et nous aider à préparer les prochaines masterclass. Tous ces rappels pratiques étant faits, je vais passer la parole à Monsieur Olivier Debargue, directeur des achats au Comité olympique Paris 2024, pour nous présenter la stratégie responsable des achats portée par les Jeux. Monsieur Debargue, c'est à vous. Très bien, merci infiniment. J'espère que vous voyez, que vous m'entendez bien. J'ai un grand plaisir à parler des Jeux. C'est un honneur, un privilège de pouvoir contribuer à l'organisation des Jeux en 2024 en France. Et on fait bien de préciser que ce sont des Jeux pour l'ensemble des territoires et pas seulement pour la Seine-Saint-Denis, Paris ou Marseille, qui vont être évidemment des lieux de compétition principaux. Il y a des enjeux très forts hein, dans Paris 2024. C'est un budget global de 3,9 milliards qu'on va tout faire pour tenir. Et à l'intérieur de ces 3,9 milliards, il y a une portion d'achat très importante. Hein. Une bonne partie des activités font l'objet de marchés auprès des entreprises. 2,5 milliards à quelques euros près. Ça va mobiliser plusieurs milliers d'entreprises, évidemment, de l'approche que nous avons. Vous allez voir qu'on a une approche vraiment très diversifiée en matière de taille d'entreprise. On va passer beaucoup de marchés et c'est l'occasion de signaler que Paris 2024, même si c'est une association de droit privé financée par de l'argent privé, est soumis aux règles de la commande publique. Donc on va publier des marchés et on va en faire la publicité. Et puis, une variété très, très grande de nature d'achat, puisque l'organisation d'un événement de ce type, qui équivaut à une cinquantaine de championnats du monde en simultané, eh ben, c'est beaucoup de natures d'achat différentes et donc un panel de catégories qui est très, très large. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, ces jeux, on a voulu, dans la stratégie d'achat, une seule stratégie d'achat, et c'est une stratégie responsable des achats. En d'autres termes, on n'imagine pas une stratégie d'achat d'un côté purement économique et puis on essaierait d'y coller une couche de durabilité à côté. En fait, on a une seule stratégie, elle est responsable et elle se repose sur 5 engagements principaux que je vais énumérer très vite. Et pour chacun de ces engagements, on va les mesurer, on va les suivre et on va s'assurer qu'ils sont bien pilotés. D'abord, un enjeu formidablement important d'économie circulaire. Les Jeux mobilisent des millions d'équipements, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient d'équipements du village olympique, hein, pour donner 2 exemples. Et donc, on a une démarche d'économie circulaire qui veut prévoir dès maintenant quelle sera la seconde vie, la réutilisation ou le recyclage, hein, toutes les modalités de l'économie circulaire, pour éviter qu'en 2024, on se retrouve avec des enjeux qui ne soient pas prévus et très compliqués à gérer en termes d'économie circulaire. Deuxièmement, on a affiché une neutralité carbone. Je dirais même plus, on a annoncé récemment que Paris 2024 serait carbone, je ne sais pas s'il faut dire positif ou négatif, en tout cas, on va faire plus que la neutralité carbone. Et ça, c'est une première dans l'histoire des Jeux et je crois d'organisation de grands événements. Christophe Guivy en parlera, je crois, après moi. On a un enjeu d'innovation sociale très fort.
on veut travailler pour permettre à toute une population éloignée de l'emploi de bénéficier de la dynamique des jeux. Et on va travailler sur des sujets notamment d'insertion et d'économie sociale et solidaire avec un dispositif qui est robuste et déjà opérationnel. On a voulu mettre au même niveau l'enjeu du handicap, des personnes en situation de handicap, et pas seulement parce qu'on organise aussi les Paralympiques, mais parce que c'est un enjeu très fort en matière d'accessibilité, en matière d'emploi. Et donc, on a un focus important sur le sujet. Et puis enfin, et ça vous intéresse particulièrement, l'impact sur les territoires, la valeur qu'on va créer, la valeur économique, la valeur sociale. Euh, les Jeux ont vocation à avoir des enjeux sociétaux importants et économiques sur l'ensemble du territoire. Voilà les 5 engagements clés que nous avons pris et que nous tiendrons. Alors pour éclairer un peu les sujets, on a plusieurs dispositifs, on le disait, en place, et on va avoir des priorités, bien sûr, parmi nos 500 catégories d'achat, et des priorités notamment en matière d'innovation sociale. On a des sujets évidemment autour de la sécurité et de la sûreté, qui est un vecteur d'emploi important, qui va mobiliser des ressources qu'on estime peut-être un peu courte à ce stade par rapport aux besoins qu'on aura. Donc, on va avoir besoin de développer cette filière, et notamment au travers de l'insertion. La restauration va être un sujet qui va mobiliser aussi beaucoup d'emplois, ainsi que le transport, la logistique et le nettoyage et les déchets. Ce sont 4 priorités qu'on va se fixer en matière d'insertion et d'innovation sociale, parmi d'autres sujets. Et on ne se tiendra pas évidemment à seulement ces 4 priorités, mais on aura un enjeu et un focus et une intensité particulière sur ces sujets. J'en parlais et je reviens dessus. Les 500 fameuses catégories d'achat dont je parlais, c'est 17 grandes familles. Alors désolé, peut-être la slide est un peu difficile à lire, mais évidemment, on a des sujets de livraison de l'événement, des sujets autour des notions d'aménagement des sites, et donc des sujets un peu bâtimentaires, d'infrastructure, mais évidemment aussi des sujets de communication, des sujets de sécurité, on en a parlé, de technologie bien sûr, des services médicaux, de la restauration, du transport, des services généraux, bref, une très large variété de familles d'achat qui vont contribuer à la réussite des Jeux. Alors pour mener à bien cet effort, on a décidé de mettre en place des moyens et des dispositifs. D'abord, en bon acheteur public, on essaie d'avoir une intensité sur le sourcing, sur l'anticipation de ce que le marché peut proposer et des signaux qu'on peut envoyer au marché pour qu'il s'organise. Et donc, à la fois sur l'économie traditionnelle et l'ESS. Donc, on a une stratégie sourcing forte qui se traduit notamment par 2 plateformes dont on va parler un peu. ESS 2024, Christophe détaillera ce qu'elle fait, et Entreprise 2024, plutôt tournée vers les entreprises du secteur ordinaire, TPE, PME, pour compléter le panorama du tissu économique auquel on veut s'adresser. Et puis évidemment, tous les outils que la commande publique propose, l'allotissement de marché, des marchés réservés, des marchés closés. Bref, on va essayer aussi, bien sûr, d'utiliser ce que la commande publique permet de faire et qui nous aide pour avoir des stratégies pour tous. Quelques exemples peut-être pour illustrer ce rapide tour d'horizon. En 2021, on est déjà sur des sujets importants autour de la restauration, hein. On a attribué le marché de la restauration du village olympique, par exemple, mais on a d'autres secteurs importants en matière de restauration autour des grands pôles dans lesquels les Jeux seront présents. On a des enjeux logistiques et de transport. On va avoir beaucoup de mouvements à assurer pour les personnes et pour les biens. Des sujets médicaux qui sont importants. On va installer une polyclinique sur le village olympique, par exemple, mais on va interagir aussi avec l'écosystème médical nécessaire à l'organisation des Jeux.
labo antidopage, les premiers secours. On a une activité dès 2021-2022 qui va continuer de se déployer sur les enjeux de sécurité, de ce qu'on appelle event delivery, pardon pour l'anglicisme. En fait, on a une stratégie aussi qui va s'appuyer sur les acteurs existants de la livraison d'événements, d'événements sportifs ou autres événementiels. On a le sentiment que par rapport à d'autres Jeux olympiques, il faut développer un nouveau modèle. Plutôt que tout faire nous-mêmes, en fait, on va s'appuyer sur les acteurs qui sont présents, on va les engager, on va leur permettre d'avoir de l'activité, on va leur permettre aussi d'avoir une expérience des Jeux olympiques et donc une référence qui sera importante pour la suite pour eux, et de faire appel à leur savoir-faire plutôt qu'essayer de réinventer un modèle, alors même qu'en France, on a la capacité de livrer des événements de taille mondiale et on va s'appuyer sur ce savoir-faire. Voilà, on continuera les sujets de transport, médicaux, les licenciés, ça c'est toute l'activité qu'on va développer pour nos produits dérivés qui vont engager, de la fabrication et de la production, de diverses, types de nature de produits, qui vont, porter le logo des Jeux olympiques. On a des sujets de travaux et d'aménagement évidemment, à la fois des sites de compétition et du village olympique, ainsi que de sites pour accueillir les médias, par exemple. On aura 20 000 journalistes à Paris pour couvrir les Jeux. Et puis, évidemment, beaucoup de sujets directement liés à l'événement, les podiums, les médailles, les basques, des sujets spectaculaires qui sont plus de l'engagement des villes et des territoires autour d'animations culturelles et sportives. Voilà un rapide tour d'horizon. C'est un peu court pour rentrer dans plus de détails, mais j'espère que ça vous donne une idée de l'enjeu et de la variété et des opportunités que Paris 2024 va pouvoir proposer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup Monsieur Debargue pour ce tour d'horizon. Alors je l'ai précisé en introduction, hein, mais c'est vrai que les slides sont assez riches et notamment la cartographie des achats qui a été présentée. Vous nous confirmez qu'on pourra bien diffuser les supports aux participants Oui, absolument. voilà, qui souhaiteront l'étudier parce qu'il y a déjà des premières questions sur qui est concerné finalement par ces marchés. Je pense qu'une première réponse a été apportée de manière très claire. Donc je vous en remercie et puis les informations seront transmises par écrit pour ceux qui veulent étudier la question de plus près. Merci Monsieur Debargue. On va passer la parole ensuite à Monsieur Christophe Divy. Christophe Divy, alors est-ce qu'on vous voit? C'est parfait. Donc Christophe Divy, ESS 2024 a pour ambition de favoriser l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, et des entrepreneurs engagés au marché lié à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Vous comptez les TPE parmi les entreprises de l'ESS dans votre organisation. Concrètement, quels sont les marchés accessibles à ces entreprises et comment agissez-vous au niveau de ESS 2024? Oui, merci Ophélie. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter Olivier Debargue. À commencer à en dire quelques mots, la plateforme ESS 2024, qui est en effet un dispositif porté, initié par le comité d'organisation. C'est un des opérateurs au service de la réussite et de l'atteinte des objectifs de la stratégie responsable des achats de Paris 2024 sur le volet spécifique des entreprises de l'ESS, alors des TPE-PME, parce que beaucoup, quand on parle d'économie sociale et solidaire, je vous en redirai un petit mot tout à l'heure, c'est effectivement plutôt des petites entreprises, des entreprises qui sont ancrées dans les territoires, des entreprises qui proposent des offres économiques de proximité et puis qui recrutent des personnes éloignées de l'emploi sur leur bassin économique, leur bassin territorial respectif. Et Paris 2024, dès le début du projet, y compris en phase de candidature d'ailleurs, a porté assez haut les enjeux autour de l'inclusion, de la solidarité et du coup a identifié ces acteurs économiques qui apportent un supplément d'innovation souvent, qui apportent aussi un supplément de services parce qu'effectivement ils répondent, ils adressent des enjeux sociaux, ils adressent un certain nombre de besoins aussi en matière de transition écologique. Et donc, ce sont des acteurs tout à fait prioritaires qu'il s'agit d'accompagner en leur confiant un certain nombre d'opportunités économiques, en leur donnant accès à un certain nombre de marchés et d'opportunités de business qui vont être générées par l'ensemble des marchés de Paris 2024, le comité d'organisation et puis l'ensemble des parties prenantes qui sont aux côtés du comité d'organisation dans l'organisation de ce grand projet. Et donc, la plateforme ESS 2024, c'est effectivement cette slide. Vous avez la possibilité
et vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que représentant de votre chef d'entreprise, vous avez la possibilité à travers ESS 2024, c'est une plateforme en ligne, ess2024.org, de vous référencer. Je crois que c'est la première fonctionnalité, c'est la première utilité, c'est le premier service qu'on vous propose, c'est de venir vous faire connaître, de venir porter votre savoir-faire, votre chaîne de valeur, votre proposition de service, ce que concrètement vous pouvez apporter, vous pensez pouvoir apporter dans le périmètre de Paris 2024. Et donc, nous, on vous apportera ensuite la circulation de cette information, on vous outillera, on vous appuiera pour que les donneurs d'ordre des jeux, et effectivement, plus on va avancer et plus il va y avoir un certain nombre de marchés différents, nombreux, volumineux, les interlocuteurs vont être différents. C'est l'objet de cette plateforme que de vous offrir une passerelle vers les organisateurs, les prescripteurs, pour le dire un peu techniquement, des Jeux de Paris 2024. Et puis, en réciprocité, pour vous mettre un petit peu en préparation et en situation d'être réactif, d'être prêt le moment venu, c'est-à-dire de soumissionner, parce qu'à un moment, effectivement, il va falloir répondre aux différents marchés publics. Il va donc falloir statuer, avoir une stratégie de positionnement sur les différents marchés sur lesquels vous pensez pouvoir apporter quelque chose. Et donc, ça suppose d'anticiper, ça suppose d'être bien informé en amont des besoins d'organisation, des exigences, des contraintes aussi, notamment en matière de maîtrise des risques, et donc de s'y préparer, y compris s'il s'agit de rencontrer d'autres entreprises pour coopérer, parce qu'effectivement, compte tenu de la nature des marchés, compte tenu du calendrier des marchés, il va falloir jouer collectif, il va falloir se rapprocher d'autres entreprises qui peuvent apporter une complémentarité par rapport à votre solution ou à votre innovation. Alors, c'est la slide suivante. Au-delà du référencement ou après le référencement, le fait qu'on vous connaisse mieux, le fait qu'on vous connaisse davantage, va nous permettre tout au long des marchés qu'on aura identifiés ensemble comme prioritaires, compte tenu de votre secteur d'activité, compte tenu de votre proposition de valeur, tout au long de la vie, tout au long du cycle de vie des marchés, on sera à vos côtés. Il y a une équipe qui est derrière moi qui pourra répondre à vos questions, qui pourra effectivement vous mettre en relation avec d'autres entreprises, d'autres opérateurs sur le territoire, sur la région du Grand Est et pourquoi pas au-delà, en fonction d'un certain nombre des marchés que vous aurez identifiés, des marchés clés prioritaires que vous aurez identifiés, pour constituer les réponses, pour avoir la bonne stratégie de constitution de réponse et maximiser vos chances de gagner. Et c'est quand même un point important sur lequel j'insiste. Et la plateforme, elle est là pour vous outiller, pour vous offrir un maximum de ressources et de moyens pour candidater, pour vous offrir accès à ces marchés. On ne s'engage évidemment pas sur les résultats. On ne veut pas surpromettre le fait qu'effectivement, vous seriez en effet demain attributaire des marchés en passant par la plateforme ESS 2024. Ça, c'est vraiment un élément tout à fait important. En revanche, on sera vraiment à vos côtés pour faire en sorte que l'ensemble des prérequis, l'ensemble des conditions qu'il faut réunir en amont pour avoir une offre et une réponse qui satisfassent les critères et les exigences des consultations, des cahiers des charges de Paris 2024 soit effectivement baqués de votre côté. Bon, si jamais vous gagnez, puis on vous le souhaite, on sera aussi à vos côtés pour démarrer l'exécution des prestations, pour vigiler en tout cas ce moment important où il faut s'engager contractuellement, il faut avoir un plan de charge prévisionnel jusqu'en 2024. Et puis, une fois qu'on gagne les marchés, il y a peut-être d'autres enjeux en matière d'accompagnement, en matière de recrutement, toutes ces ressources d'accompagnement qu'on fédère autour de la plateforme. On a un certain nombre de partenaires, y compris sur le territoire de la région Grand Est, qui sont à nos côtés pour vous apporter un maximum d'éléments de réponse qui seront nécessaires. Alors, la démarche, elle est bien lancée maintenant, elle est opérationnelle et on a un certain nombre de résultats sur la première séquence qui est derrière nous. Il y a déjà un certain nombre de marchés qui, depuis 2 ans et demi, ont été lancés. C'est la slide suivante, Ophélie. On a la possibilité aujourd'hui de pouvoir restituer sur un certain nombre d'entreprises qui ont déjà eu accès à ces marchés en bénéficiant des services d'accompagnement qui vous sont relatés sur la slide actuelle. On a sur plusieurs secteurs ou sous-secteurs d'activité, des entreprises de l'insertion, des entreprises du handicap, des entreprises coopératives, des entreprises associatives. Vous voyez sur la slide suivante quelques illustrations un peu emblématiques qui, sur certaines filières, ont pu commencer à remporter des contrats.
On a des contrats sur lesquels ces entreprises se sont positionnées directement. On a un certain nombre de dispositifs de co ou de sous-traitance aussi. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour montrer qu'on a un certain nombre aujourd'hui sur la première séquence de marchés publiés. On approche les 200 attributaires issus du secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais je dirais que ça n'est qu'une première étape. Elle est intéressante et effectivement, il faut qu'on capitalise sur cette première étape intéressante. Mais il faut qu'on aille encore plus loin parce qu'on a un certain nombre de marchés et souvenez-vous, Olivier Debargue a présenté un certain nombre de grosses consultations qui vont être lancées dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, dans le nettoyage, dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets, dans le secteur des services événementiels, que ce soit effectivement les énergies temporaires, les aménagements temporaires. On va avoir un certain nombre de besoins tout à fait maintenant précisés et qu'on commence à bien appréhender. Et donc, vous, entreprises du territoire, vous avez déjà la possibilité de vous mettre dans cette situation où il faut anticiper, préparer des futures réponses. Et donc, ESS 2024, Entreprise 2024, qui s'adresse aussi à des entreprises plus conventionnelles, je dirais, qui ont un intérêt à travailler avec des entreprises de l'ESS pour préparer ces constitutions de groupement, pour préparer ces réponses mixtes. C'est le service qu'on vous propose, donc n'hésitez pas, la plateforme, maintenant qu'elle est lancée, qu'elle est pleinement opérationnelle, elle est réellement un outil qui doit vous être bénéfique. Et donc, il faut venir se référencer. Nous, on donnera suite à ce référencement. On donnera suite à un certain nombre des questions que vous pourrez nous faire remonter. Le cas échéant, on ira chercher avec Olivier, avec son équipe, un certain nombre d'éléments de réponse que nous, on n'a pas, évidemment. Et donc, c'est ce lien-là qu'on vous propose d'installer pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et puis ensuite, qu'on entretiendra et qu'on sera alimenté dans les prochaines semaines pour faire en sorte que les marchés qu'on identifiera ensemble, vous puissiez maximiser vos chances de vous positionner, de répondre, et on le souhaite, de gagner. Merci beaucoup, Christophe Divy, pour cette présentation et ces encouragements très clairs. Alors, il y avait une question en direct, je l'ajoute juste à la suite de votre propos parce elle va bien avec, je dirais. Sur la partie entreprise innovante ou start-up, est-ce qu'elles font partie aussi de la démarche de référencement? Est-ce qu'il y a eu des opportunités pour eux? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, nous, sur ESS 2024, un scope prioritaire sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, les deux secteurs historiques que j'ai mentionnés, de l'insertion, du handicap. Mais on a un certain nombre d'entreprises plus classiques, plus conventionnelles, qui ne cochent pas la case statutairement de l'ESS et qui, pour autant, rentrent tout à fait dans le scope des entreprises à qui les services de la plateforme ESS 2024 peuvent bénéficier. Les entreprises innovantes en font partie. Les entreprises, notamment dans le champ de l'économie circulaire, qui s'applique à différentes filières d'activité qui vont être demain génératrices de marché et d'opportunités de marché de Paris 2024, en font partie. C'est pour ça aussi qu'on travaille, et je dirais que c'est déjà un premier exemple de réussite de Paris 2024. On travaille en étroite interaction et en complémentarité très forte avec l'autre plateforme Entreprise 2024 qui s'adresse plus à des entreprises, je dirais, classiques ou du secteur ordinaire, des entreprises conventionnelles. Et donc, en effet, les entreprises qui sont plutôt dans une démarche de portage d'innovation. C'est vrai qu'on a une priorité assez forte dans le champ de l'économie circulaire, mais vous pouvez venir sur la plateforme ESS 2024 et puis en fonction de la nature de votre innovation, en fonction de son stade d'avancement aussi, on saura vous mettre en relation avec d'autres dispositifs ou ressources d'accompagnement. Ça peut être Entreprise 2024, ça peut être des réseaux locaux, des réseaux régionaux, d'où le partenariat qu'on a avec Ophélie et ses équipes, pour pouvoir en effet vous mettre en lien avec les opérateurs qui seront les plus spécialistes, les plus compétents, les plus à même de répondre à votre solution en tant que start-up ou en tant qu'entreprise porteuse d'une innovation. Ok, merci beaucoup pour ce complément. Alors, hop. Voilà, merci beaucoup Christophe Divy. Alors, Monsieur Cédric Renaud, on a parlé déjà de plusieurs dispositifs. De votre côté, la Caisse d'épargne a mis en place des outils et des actions également pour faciliter l'accès des entreprises du Grand Est et peut-être pas que sur ces marchés des Jeux Olympiques. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Exactement, Ophélie. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, a signé un partenariat premium avec Paris 2024. Ce partenariat recouvre différentes dimensions. Celle qui nous intéresse ce matin, c'est l'accompagnement des acteurs économiques régionaux dans leur démarche pour bénéficier des opportunités liées aux Jeux Olympiques 2024. Donc, le réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne s'est mobilisé. En Grand Est, la Caisse d'Épargne Grand Est Europe a ouvert une plateforme, un site d'information qui s'appelle
entreprendre 2024 cegrandest.fr. Le nom est un petit peu long, mais vous l'avez repris sur ce slide. Entreprendre 2024 cegrandest.fr avec un objectif principal, c'est diffuser de l'information et les opportunités économiques liées à ces JO. Je rejoins ce que disaient Christophe Divy et Olivier Debargue tout à l'heure sur l'existence de ces deux plateformes Entreprise 2024 et ESS 2024. Donc, j'encourage là aussi toutes les entreprises, structures de l'économie sociale et solidaire à se faire référencer sur ces plateformes. C'est très important. Mais au-delà de ce référencement, et c'est sur le slide suivant, j'incite également les entreprises, les startups, les structures également de l'économie sociale et solidaire à aller sur ce site pour avoir toutes les informations liées aux appels d'offres. Vous l'avez sur le slide suivant. Et ce site est ouvert à tous, hein, je précise tout de même, hein, clients ou non clients, Caisse d'épargne Banque Populaire, c'est vraiment un site ouvert à tous, donc tout le monde peut y aller. Et vous avez sur ce site notamment une rubrique appel d'offres où figure la date de publication d'appel d'offres, la date limite de réponse, les donneurs d'ordre, la nature de la consultation, la famille d'achat concernée, les codes NAF et le lien vers la consultation. Donc ça, c'est un site qui est ouvert à tous, c'est de l'information concrète qui permet aussi de diffuser ces opportunités au plus près des acteurs économiques et au plus près des territoires. Voilà, d'Aix-en-Othe à Wissembourg, hein, de Rethel à Saint-Louis, tout le monde peut postuler, tout le monde peut avoir accès à ces informations en complément, bien entendu, de l'inscription aux plateformes. L'idée, c'est que ce site est actualisé, bien entendu, très régulièrement. Hein, il est actualisé deux fois par mois, avec une communication également qui est faite sur nos réseaux sociaux, de manière à pouvoir aussi informer chacun régulièrement de l'actualisation de ce site et que l'information soit diffusée le plus largement. Cet outil Entreprendre 2024 cegrandest.fr, il a été mis en place cette année, en 2021, en février 2021, mais nous allons le faire vivre jusqu'en 2024 de manière à pouvoir permettre à tous, et vraiment c'est vraiment le leitmotiv de ce projet au sein du groupe BPCE, Caisse d'épargne et Banque Populaire, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait accès à ces informations et puisse postuler à ces appels d'offres. Hein. Je retenais un chiffre sur la présentation de Christophe Divy tout à l'heure, hein, 10% des marchés publics aujourd'hui ont été publiés, ça donne une image de tout ce qui reste encore à publier et des opportunités que représentent ces Jeux Olympiques. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'elles bénéficient vraiment aussi aux entrepreneurs du Grand Est, aux structures de l'ESS du Grand Est, et que avant de pouvoir bénéficier de ces opportunités, la première étape, c'est au moins d'avoir l'information et de savoir quelles opportunités se présentent à eux. En complément, bien entendu, de ces informations, nous allons faire vivre tout un dispositif d'information avec des réunions, des webinaires à destination des clients, ça va du professionnel à la start-up en passant par la PME. Tous ces webinaires et tous les comptes rendus de ces réunions seront centralisés sur ce site Entreprendre 2024 cegrandest.fr pour en faire vraiment un portail unique d'information privilégié pour les acteurs économiques du Grand Est. Et bien entendu, en complément de ces dispositifs d'information, nos équipes sur le terrain, on dispose, hein, que ce soit la Caisse d'épargne ou la Banque Populaire, d'un réseau d'agences assez dense sur la région Grand Est. Donc, nos collaborateurs en centre d'affaires et en agence sont aussi à la disposition des entreprises, des structures de l'ESS, mais aussi des collectivités pour étudier le financement de ces marchés, le financement d'infrastructures, je pense notamment aux collectivités, et faire en sorte d'être plus forts ensemble et d'être utile vraiment aux acteurs économiques de la région Grand Est et de toutes ces composantes. Encore une fois, on touche à l'ESS, mais également aux startups, mais aussi des collectivités peuvent avoir besoin de financer des infrastructures. Et donc là, bien entendu, on est aussi à disposition de chacun pour participer au financement de ces marchés. Voilà, donc d'autres événements seront à venir prochainement. Hein. Le 19 novembre, nous organiserons là aussi un webinaire toujours d'information avec la CPME Grand Est. Et puis, on est en train de préparer aussi d'autres événements, d'autres réunions d'information, d'autres initiatives pour faire en sorte que l'information se rapproche vraiment des entreprises et que chacun, qu'il soit
sur une structure plus légère, peut-être moins dotée en système de veille ou d'information, mais que chacun puisse participer à ces marchés. Alors, pour reprendre la maxime de Pierre de Coubertin, là, en l'occurrence, en parlant de marché public, l'important, c'est de participer, mais c'est aussi de gagner. Et on met toutes nos forces en présence en place pour faire en sorte que justement le Grand Est puisse gagner et que les acteurs économiques puissent remporter ces appels d'offres et faire de ces JO une belle réussite aussi économique pour notre région. Merci beaucoup, Cédric Renaud. Merci. C'est très clair également. Alors, on commence à parler voilà, un peu de ce qui se passe dans le Grand Est. Donc, on va préciser maintenant le sujet autour justement de la région Grand Est. Stéphanie Lambré, vous êtes chef du service des sports à la région. Hop, je vais mettre votre slide. Et donc, vous avez de la visibilité sur les projets d'infrastructures sportives qui vont pouvoir être mobilisés dans le cadre des Jeux. Vous les avez cités très rapidement dans le mot de bienvenue. Avant d'entrer dans le détail sur les projets concrets d'infrastructures qui vont bénéficier de travaux, est-ce que vous pourriez nous préciser concrètement à quoi correspondent les labels terre de jeu ou encore centre de préparation aux Jeux que l'on commence à voir apparaître, dont on entend parler de temps en temps en région Grand Est? De quoi parle-t-on? Merci Ophélie. Donc effectivement, là on a vu précédemment la vision qui a été offerte aux entreprises sur les marchés et les appels d'offres qui peuvent être lancés. Moi, je vais me repositionner peut-être au niveau des collectivités territoriales et faire écho de toute la démarche qu'elles engagent autour de Paris 2024, puisque les ambitions de Paris 2024 pour tous les acteurs sportifs du Grand Est, et au premier rang desquels donc les collectivités, sont étroitement liées à deux labels qui ont été créés et déployés par le comité d'organisation Paris 2024. Tout d'abord, le label Terre de Jeux 2024, qui est ouvert aux collectivités, mais aussi à toute autre structure sportive fédérale, dont notamment le comité régional et les comités départementaux olympiques et sportifs. Ce label est attribué après candidature sur la base d'un dossier complet et argumenté pour les régions et les départements, et sur la base d'une simple déclaration d'intérêt argumentée pour les communes et les intercommunalités. Les actions qui permettent de bénéficier de ce label doivent répondre à 3 axes. Tout d'abord, une célébration ouverte pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux, avec pour exemple la retransmission des épreuves de Tokyo cet été qui a été un petit peu impactée par les mesures sanitaires mais qui était envisagée, ou alors des rencontres avec des sportifs. Il y a le deuxième axe qui va nous concerner plus particulièrement, qui s'appelle un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport. Et c'est au niveau de cet axe-là qu'on va essayer de favoriser la découverte du sport et de ses valeurs, et notamment de développer une offre de pratiques sportives diversifiées, adaptée au plus grand nombre et durable. Et enfin, le troisième axe est un engagement inédit à moyen et à long terme, puisque chaque structure labellisée Terre de Jeux a dû désigner un référent qui intègre une véritable communauté Paris 2024, animée par le comité d'organisation et qui valorise régulièrement les actions locales. Vous voyez notamment sur la diapo qui vous est présentée la référence du site internet qui établit la liste de toutes les collectivités, de toutes les structures labellisées Terre de Jeux 2024. Et puis, je zappe, voilà. Cette labellisation Terre de Jeux permettait aux collectivités territoriales porteuses d'équipements sportifs adéquats de candidater au label Centre de préparation aux Jeux. Plus communément, on va parler de CPJ. Et ainsi d'intégrer le catalogue officiel des sites d'entraînement publiés à l'échelon international par le Comité international olympique. Le cahier des charges exigeant de ce label CPJ intègre notamment le respect des normes fédérales internationales au niveau technique pour les équipements sportifs, mais aussi la disponibilité d'un certain nombre de services annexes, comme des centres médicaux, des services médicaux, des sites d'hébergement, d'hospitalité, ou alors les transports et également tout ce qui est offre de loisirs pour que les sportifs puissent aussi un petit peu se changer les idées et ne pas penser uniquement à la performance. Cette offre de services et d'équipements devra servir aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et être en mesure d'accueillir des délégations françaises et étrangères susceptibles de venir s'entraîner en Grand Est en amont des compétitions. Les CPJ remplacent ainsi le terme de base arrière dont on avait pu parler pour les précédents Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment pour ceux de Londres, qui avaient fortement associé le territoire du Nord-Pas-de-Calais en 2012. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 79
CPJ qui ont été retenus au sein de 32 collectivités du Grand Est sur 120 CPJ identifiés dans toute la France. Alors, l'illustration qui vous est projetée ici ne fait mention que de 57 CPJ. Tout d'abord parce qu'il s'agissait d'un tout premier recensement vraiment à la sortie des premières labellisations. Il va y avoir maintenant quasiment un an. Et puis, depuis, il y a eu un recensement complémentaire. Et puis, parce que certains équipements ont pu être labellisés finalement plusieurs fois pour différentes disciplines. C'est notamment le cas pour les 3 CREPS. Donc, le CREPS, on parle de CREPS, c'est Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Donc, il y en a 3 dans le Grand Est, à Reims, Nancy et Strasbourg. Et ils sont la propriété de la région. Donc, la région avait candidaté pour ces 3 établissements qui ont été labellisés CPJ. Le Grand Est figure ainsi sur la 3e marche du podium national en nombre de CPJ, derrière l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Mais pour mieux répondre à ce cahier des charges très strict, les collectivités propriétaires de ces équipements doivent engager d'importants travaux de mise aux normes, de rénovation, de modernisation, voire même de construction, car certains de ces sites ont été labellisés sur plan, si on peut dire. Alors, si on prend... Pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà. Si on prend l'exemple notamment des CREPS que vous voyez à l'écran, la région a engagé un programme pluriannuel d'investissement de plus de 45 millions d'euros pour la rénovation de ces 3 établissements, qui intègrent notamment la modernisation de la salle de basket et la création d'une nouvelle halle d'athlétisme pour les courses à Reims, la création d'un nouveau gymnase de type C à Nancy, la restructuration complète de la halle d'athlétisme de Strasbourg, principalement pour les lancers. Et à ce titre-là, j'ai notamment participé à une réunion sur place hier. Et donc, les appels d'offres ont été lancés il y a quelques mois. Les offres ont été reçues. Et il y a notamment un manque d'offres pour certains lots, ce qui bloque pour l'instant l'engagement des travaux et le respect du calendrier. Donc, il va y avoir une procédure qui va être engagée pour essayer peut-être de relancer certaines offres afin de respecter les délais, parce que forcément, tous ces centres de préparation au jeu devront impérativement être livrés fin 2023 pour qu'ils puissent être mis à disposition des délégations dans le cadre de la préparation olympique, enfin la dernière ligne droite avant les Jeux sur le premier semestre 2024. Et puis, dans le cadre de ce plan pluriannuel d'investissement pour les CREPS, il y a aussi la modernisation et l'extension des capacités d'hébergement sur les 3 sites. Donc là, on ne parle plus que d'investissement purement sportif. Alors, voilà. Alors, en tant que cofinanceuse également au titre de son dispositif de soutien aux investissements sportifs, la collectivité régionale a aussi une bonne visibilité sur les travaux engagés par les collectivités locales suite à leur labellisation CPJ. Nous avons ainsi identifié à ce jour 14 rénovations, notamment au sein du centre de préparation omnisport de Vittel ou au centre sportif régional d'Alsace à Mulhouse, mais aussi 12 constructions de nouveaux équipements, comme le complexe aqualudique et l'aréna sur Reims pour les sports collectifs, ou le complexe d'escalade Cine à Troyes, et également des projets à venir comme un dojo et un stade d'eau vive à Pont-à-Mousson. Vous avez également sur cette diapositive le référencement des sites labellisés CPJ avec l'adresse Internet qui correspond. Mais comme précisé auparavant, certaines collectivités non labellisées CPJ se sont malgré tout engagées dans une démarche Terre de Jeux 2024 afin de développer l'offre de pratiques sportives sur leur territoire pour répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'augmentation du nombre de pratiquants, mais aussi répondre à un objectif de santé publique fortement mis en avant durant la crise sanitaire. Et enfin, un objectif d'adaptation aux nouveaux modes de consommation du sport qui ont vu le jour et se sont accélérés ces derniers mois vers une pratique plus de loisirs, libre et autonome, un peu plus fun en quelque sorte. Voilà. Et donc, cette tendance à l'aménagement de nouveaux équipements et espaces ludiques et sportifs est fortement accentuée par les ambitions de l'État et les perspectives de cofinancement, notamment par le biais de l'Agence nationale du sport. Puisque forcément, quand une collectivité territoriale va s'engager dans un tel projet d'investissement, dans de telles dépenses, elle voit aussi toutes les possibilités de financement qui peuvent lui permettre un petit peu de réduire ses coûts sur ses fonds propres. Ainsi, il y a les dispositifs qui ont déjà été déployés pour l'aisance aquatique,
qui incite à l'aménagement de lieux de baignade encadrés, certes dans les centres aquatiques, dans les piscines, mais également dans des lieux de baignade extérieurs, comme l'aménagement d'étangs ou de lacs. Il y a aussi une proposition de loi présentée au Sénat en avril dernier qui insiste sur la nécessité de généraliser l'accessibilité des équipements sportifs scolaires pour le secteur associatif en soirée, le week-end ou hors période scolaire pour désengorger les autres gymnases municipaux. Voilà, dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées, il y a souvent des gymnases qui sont intégrés à l'enceinte de l'établissement scolaire et qui ne sont utilisés que pendant les heures de cours. Donc, l'objectif de cette proposition de loi est de permettre des aménagements pour une accessibilité en dehors de l'enceinte scolaire en elle-même, comme ça pour pouvoir mettre à disposition ces lieux de pratique des différents clubs et autres associations locales. Mais cette accessibilité nécessite forcément des travaux d'aménagement, puisqu'il faut que les deux accès soient totalement indépendants entre le gymnase et puis l'enceinte sportive. Et puis, plus récemment, lors de la cérémonie de mise à l'honneur des médaillés olympiques de Tokyo à l'Élysée, le président de la République a annoncé un plan massif pour les équipements sportifs de proximité pour combler les manques d'infrastructures, à la fois dans les quartiers, mais aussi dans les villages et dans les autres centres urbains. Alors, je le cite, l'objectif inédit, pas uniquement par son ampleur, mais par son esprit, sera d'inventer de nouvelles manières de construire et d'utiliser ces lieux, là où les besoins seront les plus avérés, pourraient naître des terrains de basket 3x3, de paddle, de skatepark, de foot 5, de dojo pour faciliter les nouvelles pratiques plébiscitées par les jeunes. L'objectif est effectivement de mettre plus de sport dans le quotidien des Français, mais auprès des jeunes en particulier, c'est un public cible pour les générations à venir. Mais pour développer l'offre de pratiques sportives, les CPJ et autres équipements en accès libre ne suffisent pas. Il faut aussi les animer et attirer les publics les plus éloignés de la pratique sportive. Ainsi, pour recentrer particulièrement mes propos sur les CPJ, dans l'hypothèse de l'accueil effectif de délégations étrangères dans le cadre de leur préparation olympique, des services de gardiennage, d'hébergement, de restauration seront fortement mobilisés, des services également de transport. Et parallèlement, et dès maintenant, de nombreuses animations grand public sont d'ores et déjà initiées par les collectivités labellisées Terre de Jeux qui font appel à des prestations, notamment de goodies, comme on l'a évoqué, c'était voilà, tout ce qui est produits dérivés, ou alors autres outils de visibilité. Il y a notamment une opportunité à ce titre-là. On peut penser pour tout ce qui est Carpodium, par exemple, puisque ça permet voilà, une itinérance des animations et de pouvoir cibler un public le plus large possible. Pardon, voilà. Alors, en partenariat avec le pôle commande publique de Grand Innov Plus, la région souhaite se positionner en tant que tête de réseau en essayant de centraliser l'information. L'information, cette fois, pas des offres, voilà, des appels d'offres, mais la centralisation de toutes les actions qui sont engagées par les collectivités dans le cadre de cette dynamique Paris 2024. Et donc, l'information sera relayée à la fois pour les marchés publics sur les réseaux sociaux et sur les plateformes dédiées, mais également en termes d'infrastructures sportives et d'animation en lien avec Paris 2024 sur le site dédié créé par la région qui s'appelle faites-vos-jeux.grandest.fr, donc dont vous voyez quelques captures d'écran sur l'écran, sur la diapositive. Donc, il intègre une cartographie de tous les différents sites de pratiques sportives, les CPJ, mais pas que. Il y a une recherche qui peut être faite par discipline, par ville, et donc avec un bonus CPJ ou pas. Donc là, vous pouvez voir vraiment une visibilité des différentes infrastructures et de leurs spécificités. Il y a une fiche descriptive pour chaque équipement. Et puis, il y a aussi, comme vous le voyez ici, et puis il y a aussi toute une actu qui est régulièrement mise à jour et qui propose, qui permettra de visualiser également tous les engagements des différentes collectivités dans le cadre de l'animation de leur territoire autour des CPJ et puis les différentes opportunités qu'il pourrait y avoir au niveau des territoires. Ophélie, je te repasse la main. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Merci Stéphanie pour cette présentation.
Effectivement, les investissements sportifs, on entend qu'il y a beaucoup de choses qui vont se préciser. Il y a des choses qui ont déjà été lancées, il y a des marchés qui vont être relancés, si j'ai bien entendu, en tout cas des lots qui vont devoir être relancés faute de candidats, j'imagine? En tout cas de réponses adaptées. Donc voilà, on entend qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, y compris dans la région Grand Est. Donc on verra s'il y a quelques questions tout à l'heure d'ordre plus précis. En tout cas, merci Stéphanie pour cette présentation. Donc Monsieur Pélissier, vous dirigez un groupe industriel nommé Techniwood. Votre entreprise a remporté un marché des jeux. Vous participez à la construction du village olympique avec des technologies innovantes. On parlait d'innovation tout à l'heure. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise, son activité et comment s'est passée pour vous la réponse à ce marché dans le cadre des jeux? Alors, en quelques mots, Techniwood, c'est un groupe industriel qu'on a créé il y a maintenant quelques années en partant du principe que la construction de demain, et on le voit avec la loi climat, devait impérativement reposer sur deux choses. Un, des matériaux renouvelables, biosourcés, c'est-à-dire à base, par exemple, dans le cas de figure, beaucoup de bois, puisqu'on a un patrimoine très important en France et c'est une vraie richesse collective. Donc à base de bois et de la construction pré-industrialisée. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on est un acteur très en retard sur l'utilisation de ce type de matériaux par rapport à nos voisins Benelux, anglais, suisses, allemands, etc. Et la construction de demain nécessite de préparer très en amont un ensemble de composants. Et en l'occurrence, là, c'est des panneaux qu'on fabrique sur un gros site industriel qui permet de livrer directement des panneaux. Pour vous donner une idée, ça peut aller jusqu'à 8 mètres de long sur 3 mètres de haut, de 20 cm à 30 cm d'épaisseur, dans lequel on intègre les parements extérieurs, minéraux ou métalliques ou bois, pourquoi pas, avec l'intégration des menuiseries, des volets roulants. Enfin, tout est préparé en usine et quand on arrive sur le chantier, on n'a plus qu'à monter dans une structure, bois ou béton ou acier. Donc l'entreprise, c'est à peu près 80 collaborateurs. On investit très lourdement parce que le marché de la filière bois est très compliqué. Il y a encore beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui éprouvent de graves difficultés compte tenu que le marché n'est pas encore mature. Et on espère qu'enfin les dernières réglementations sur le bas carbone, puisque maintenant on parle de construction bas carbone, eh bien, vont aller dans ce sens-là. Voilà pour ce qu'il est de l'entreprise qui est aujourd'hui une des leaders sur ce marché-là. On n'est pas charpentier, on ne construit pas des petites maisons en bois comme certains autres. Nous, on est vraiment spécialisé sur des constructions qui nécessitent du volume, donc dans la réhabilitation d'un certain nombre d'immeubles, passoires énergétiques ou dans la construction de bâtiments neufs. On a un label qui s'appelle PE au cube, performance écologique, performance énergétique et performance économique. Et c'est ça le défi qu'on a tous ensemble à relever demain, c'est de construire des habitats qui soient plus écologiques qu'aujourd'hui et du tout béton, plus énergétiquement minimalistes en consommant le moins d'énergie possible, et puis bien sûr avec un modèle économique vertueux, c'est-à-dire qui arrive à satisfaire aux équations du pouvoir d'achat des clients finaux. Et donc quand le Solidéum a lancé son projet, l'ambition a été de mettre la barre assez haut, puisque l'objectif était de réaliser l'ensemble des constructions avec à peu près 80% de bois. Donc le consortium en fait a lancé un appel d'offres promoteur. Donc les grands opérateurs de la promotion qui avaient pour objectif de sélectionner les équipes de promoteurs qui présentaient le meilleur dossier sur la charge foncière, puisqu'il s'agissait d'acheter des terrains sur Paris, l'Île-de-France, avec un projet d'architecte, avec l'engagement effectivement de faire une volumétrie de bois importante et de pouvoir surtout avoir une réversibilité des constructions pour s'inscrire dans le développement durable, c'est-à-dire qu'à l'issue des Jeux, eh bien, tout ce qui aura été construit doit pouvoir se transformer en logement d'habitation pour les uns, pour les autres, ou en opportunités effectivement directement recyclables. Donc, il y a eu plusieurs lots qui ont été établis, définis. Il y avait notamment le village des athlètes, il y avait le village des médias, pour ne citer que. Au total, ça fait un peu plus ça fait 3500 logements à peu près dans le cadre de cette consultation. Et donc, Solidéum a lancé ce concours et il y a eu un certain nombre d'opérateurs qui se sont manifestés par lot. Donc, il y a eu des équipes de Bouygues, des équipes de Nexity FH, des équipes de BNP Paribas, d'ICAD, etc. En sachant que sur ces lots, il y avait un groupe qui s'appelait Vinci Immobilier, qui lui était propriétaire du foncier
qui n'a pas participé à l'appel d'offres de départ, mais qui est dans un deuxième temps, quand l'appel d'offres a été terminé, a pu rentrer dans la préparation du dossier. Alors, toute la filière bois française s'était mobilisée pour essayer d'impulser auprès de Solideo le fait que dans ce concours promoteur, les équipes affichent clairement dès le début les partenaires bois qu'ils avaient l'intention de solliciter et les solutions techniques. Parce que vous savez que dans la construction biosourcée, il faut beaucoup travailler en amont, parce que quand on démarre le projet, il faut quasiment que tout soit défini. Vous, vous doutez bien que moi, je ne fabrique pas des panneaux en usine si avant de signer une proposition, je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je mette, quel type de menuiserie, quel type de parement, etc. etc. Bon, on n'a pas fondamentalement été entendu, ce qui fait que les grands groupes de promotion ont proposé des projets. Et on dit oui, bien sûr, on va faire du bois, mais on ne vous dit pas encore avec qui on travaille. Donc, ce premier concours, il a été mené pour un grand lot il a été mené et réussi pour Nexity, un consortium Nexity Eiffage, et un deuxième consortium ICAD, et puis un troisième consortium Vinci Immobilier, qui a pu, effectivement, puisqu'il était propriétaire de terrain, avancer. Et puis encore un autre lot sur l'île Saint-Denis qui a été remporté par le Gendre Pichet, qui est un autre promoteur. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que, alors nous, on avait travaillé avec pratiquement une grande partie de ces consortiums, très en amont, mais ces consommateurs de ressources énormes, parce qu'il faut effectivement aller sensibiliser tous ces opérateurs à la construction bois. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup moins de compétences dans ce type de construction que dans la construction béton, compte tenu de notre histoire. Et donc, c'est un investissement amont très important. Et comme, évidemment, il n'avait pas été imposé d'afficher les partenaires bois dès le début, mais ce qui s'est passé était prévisible, c'est-à-dire que tous ces opérateurs promoteurs, ensuite, ont choisi et consulté des entreprises générales. Et les entreprises générales aujourd'hui qui ont été retenues, si je prends quelques exemples, par exemple, Vinci Immobilier a confié non pas au groupe Vinci la réalisation, mais plutôt à des consortiums SPI, Paris-Ouest et même Bouygues Construction. Nexity Eiffage a confié en grande partie à Eiffage, et d'autres, comme ICAD par exemple, ont même sollicité des acteurs, non pas de la filière bois française, mais des acteurs étrangers, italiens pour ne pas les nommer. Donc, ce qui explique toute la difficulté entre l'ambition de départ de Solideo, qui était tout à fait louable et qui confortait la filière bois française, de voir qu'au final, les promoteurs, comme ils ne sont pas effectivement sous contrainte d'afficher tout de suite les partenaires de la filière bois français avec lesquels ils travaillent, et ensuite, le bébé, il est passé à des entreprises générales qui, elles, regardent le bilan économique et puis les objectifs de départ. Voilà quoi. Ce qui fait qu'une partie de ces projets est repassée en béton. Et sur ceux qui ont poursuivi en bois, on a réussi effectivement à Techniwood à obtenir une partie intéressante sur le village des athlètes, puisqu'on fournira le matériel, enfin ces panneaux, et au groupe effectivement qui est sous-traité par Vinci Immobilier. Il y a eu un gros travail de fait par le pôle fibre de Grand Est, qui a diffusé en 2020 une liste d'une trentaine d'acteurs de PME, PMI Lorraine qui travaillent dans ce type d'environnement et qui ont pu être portés à connaissance de ces entreprises générales pour que justement, lors des consultations, elles puissent piocher ou contacter les acteurs de notre région qui étaient effectivement en passe de proposer des services à haute qualité et avec crédibilité, le savoir-faire Grand Est. Donc, je pense que c'était une très belle initiative qui a été menée par le pôle fibre sous la responsabilité de M. Sador, que je tiens à remercier. Maintenant, on est dans le dur. Les acteurs ont été sélectionnés. Là, je parle uniquement pour la partie gros œuvre, enveloppe. On joue des coudes parce que les négociations sont difficiles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand acteur français qu'on connaît très bien, qui est certains de nos concurrents, mais qui ont travaillé par ailleurs, a été éliminé pour quelques centaines de milliers d'euros au profit d'un industriel italien. Donc ça, c'est un peu rageant quand on sait que quand on fait Paris 2024, il devrait y avoir quand même une priorité pour les acteurs locaux. Et l'histoire des sous-marins vient de nous rappeler qu'il ne faut pas être naïf. À un moment donné, les équations économiques s'imposent. Et si on ne met pas effectivement véritablement une volonté de privilégier un certain nombre d'acteurs de la filière, c'est compliqué. On a réussi à signer ce marché parce que dès le départ, en fait, avec le groupe Vinci, on a contractualisé sur le fait que si on rentrait
dans l'équation d'un prix maximum garanti, eh bien, ont continué avec eux. Et c'est le seul conseil que je peux donner là aux entreprises qui vont essayer de trouver des marchés. Essayez très en amont de sécuriser une enveloppe dans laquelle vous pouvez ensuite avancer dans les négociations, parce que l'ambition des jeux est quand même élevée. Hein. Tous ces bâtiments doivent être réversibles, etc. Les équations économiques avec la pandémie qui vient d'arriver font qu'il y a une explosion des matières premières qui est complètement folle, que ce soit sur l'acier, que ce soit sur le bois. Et donc, les équations économiques vont être encore plus tendues aujourd'hui que ce qui avait été imaginé dans les bilans en 2019, puisque vous vous doutez bien que quand on a affiché, nous, qu'on était lauréat d'une partie du dispositif, c'est la résultante de 3 ans de travail quasiment. Hein. Et donc, ce qu'on imagine il y a 2 ans avec la pandémie a été complètement chamboulé en termes de prix, de délai et de fourniture des matériaux. Donc, ça reste un exercice encore où toutes les forces vives de ce pays devront se mobiliser pour réussir l'enjeu de faire des jeux exceptionnels en 2024 à Paris. Mais il faut aussi que tous ceux qui vont participer à ces jeux arrivent à trouver quand même les marges nécessaires au développement de leurs entreprises et à l'équilibre de leurs comptes. Et c'est ce combat-là aujourd'hui qu'il faudra mener pour garantir la qualité des ouvrages et à la fois le fait que les grandes entités ne règlent pas leurs équations économiques sur le dos des PME ou des TPE françaises qui vont concourir maintenant à amener toutes les solutions dans le second œuvre. Voilà ce que je pouvais dire en termes de témoignages sur cette aventure assez exceptionnelle, assez folle, d'une grande complexité pour Solideo, et dans un jeu où, eh bien, effectivement, il faut se battre au quotidien pour arriver à s'imposer au milieu de ces géants, hein, parce que les groupes que j'ai cités sont tous des géants de la construction, bien évidemment, et pour que nos PME de taille vraiment pas ridicule, mais très modeste, face à ces géants, puissent tenir à la fois leur bilan financier, leur bilan économique et la prestation qualitative qu'ils sont en droit d'attendre de nos services. Voilà, en tout cas, nous, on est très fiers, effectivement, d'avoir réussi ce challenge et ce défi. Et on espère qu'on va pouvoir entraîner d'autres entreprises du Grand Est avec nous sur d'autres lots, d'autres sous-traitances, d'autres secondes œuvres, parce qu'il y a une opportunité importante de faire valoir le savoir-faire qui est reconnu de la région Grand Est et la capacité des entrepreneurs de ce territoire à être des gens courageux, qualitatifs et persévérants. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Monsieur Pellissier. C'est très clair, très encourageant. Alors, je crois que j'ai oublié de préciser en démarrage que votre groupe Techniwood est à son siège dans le Grand Est, bien entendu, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Hein. C'est ça. C'est bien ça, super. Je vous remercie beaucoup. Alors, Monsieur Boris Ravignon est arrivé, nous a rejoint. Hein, donc, Monsieur Ravignon, bonjour. Donc, vous êtes vice-président de la région Grand Est, délégué à l'économie, aux fonds européens et à la commande publique. Je vais vous passer la parole pour conclure les présentations qui nous ont été présentées et puis on gardera ensuite quelques minutes pour des échanges avec les participants. Mais tout d'abord, voilà, je vous passe la parole pour conclure cette séquence. Écoutez, merci et je suis désolé, je vous ai rejoint, je suis arrivé quand M. Pellissier commençait à parler, donc je n'ai pas eu la totalité des débats, mais ce que je veux absolument moi défendre et soutenir, c'est la nécessité de faire ce qu'on vient de faire ce matin. Essayer de se parler, de faire vivre ce débat et cette exigence que les marchés publics qui sont passés, alors là, dans le cadre de la préparation des JO olympiques et paralympiques de 2024, eh bien, aient les meilleures retombées économiques possibles. Bien sûr, c'est le sujet pour les entreprises du Grand Est, mais tout simplement, même, on est français pour les entreprises françaises. Ça, je crois que cette politique-là, par rapport à ce qu'on a pu entendre pendant de nombreuses années, il faut qu'on la porte. Il faut qu'on accepte de porter ce message. Il n'y a pas de honte, je crois, et il ne doit pas y avoir de restrictions à cela. Ça ne signifie certainement pas qu'on se prépare à aucun moment à ne pas respecter la réglementation qui existe sur les marchés publics, réglementation nationale et d'inspiration européenne. On veut qu'il y ait bien sûr une compétition, mais je crois que les pouvoirs publics, au niveau de l'État, comme au niveau des collectivités, doivent vraiment se donner les moyens qu'on ait, là encore, le maximum de retombées économiques
de cette commande publique considérable pour nos entreprises. Ça doit être, je crois, parfaitement assumé. Alors, je ne dis pas que ça ne l'est pas et qu'on ne progresse pas sur le sujet en ce moment. J'ai l'impression que des initiatives sont prises aujourd'hui, qu'à Bercy, on commence à travailler effectivement sur des guides permettant et donnant des outils juridiques et techniques à tous ceux qui sont personnes responsables de marché pour concevoir des appels d'offres qui utilisent toutes les possibilités de la réglementation, sur des critères environnementaux, sur des critères sociaux, qui permettent de resserrer et de faire justement bien prévaloir, je crois, les atouts des entreprises du Grand Est, bien sûr pour nous, mais aussi également des entreprises françaises. Alors moi, si j'avais je crois, quelques conclusions à retenir et puis surtout quelques résolutions pour ce que nous essayons de faire au niveau de la région Grand Est, c'est d'abord de continuer à diffuser le message. On parlait là aujourd'hui beaucoup des investissements en équipement sportif. Les investissements en équipement sportif, c'est à 90% le résultat des investissements des collectivités territoriales. Donc, on a en Grand Est une responsabilité de continuer à expliquer que c'est le moment d'investir dans le sport. Il y a bien sûr cette perspective des JO. On a 177 territoires qui sont labellisés terres de jeu et qui sont directement intéressés justement à pouvoir, pourquoi pas, accueillir des équipes, participer à cette belle fête du sport que vont être les JO. Mais ça peut être l'occasion, bien sûr, de rénover là des gymnases, des piscines, des équipements pour justement avoir à la fois des beaux endroits à proposer dans ce cadre de cette préparation aux JO, mais en même temps des équipements du coup modernes qui vont rester et être au service de nos populations. Donc c'est le moment d'investir, il y a des moyens. La région elle-même consacre, par exemple, à la modernisation des CREPS, 45 millions pour les CREPS de Reims, Nancy et Strasbourg, pour les moderniser et donc accompagner cet effort. Et puis, là, bien sûr, la région, c'est souvent le grand frère d'un certain nombre de collectivités qui investissent, qui modernisent, qui créent des équipements pour leur population. Il y a aujourd'hui des moyens importants. On peut même, et j'ai une autre responsabilité qui est celle des fonds européens au niveau de la région, eh bien, on travaille aujourd'hui. Alors, le sport n'est pas en tant que tel reconnu comme dans les règlements européens sur les fonds européens, mais on peut arriver à travailler des équipements sportifs qui ont, dans certains quartiers, des équipements sportifs qui ont une visée touristique, par exemple. On peut arriver effectivement à mobiliser aussi des fonds européens sur ce sujet. Donc, message qu'il nous faut passer et qu'on va continuer à passer à toutes les collectivités du Grand Est notamment, eh bien, c'est le moment d'investir dans le sport. Allez-y. Il y a, je crois, des conditions comme jamais pour moderniser une partie de nos équipements sportifs. Donc ça, c'est d'alimenter finalement une commande publique en matière de travaux, d'équipements qui soit la plus élevée possible, parce que c'est aussi l'intérêt de nos collectivités. Et puis, il y a une autre partie, je crois, du travail que nous devons faire, eh bien, comme on le fait partout, c'est d'accompagner les collectivités, de le faire ce travail aussi sur la commande publique propre de la région Grand Est, mais d'accompagner les collectivités sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des appels d'offres qui soient orientés, on sait bien, sur la sélection des critères, pour justement permettre aux locaux de valoriser leur proximité, leur savoir-faire, leurs avantages environnementaux. Effectivement, quand on acquiert des produits en proximité, ils ne traversent pas la planète ou l'Europe pour venir jusque chez nous. Et c'est cette qualité environnementale-là, eh bien, il faut qu'on se donne les moyens de la faire reconnaître. Donc, c'est un travail parfois un peu complexe, et on sait qu'on a des services de commande publique qui sont bien souvent, dans la plupart des collectivités, calés sur une chose, c'est la sécurité juridique, parce que derrière, il y a des risques pénaux. Et donc, ce sujet-là, il faut pouvoir arriver à le rassurer un tout petit peu, à le détendre un tout petit peu pour qu'on puisse aussi avoir d'autres critères pour justement viser de meilleures retombées économiques locales. Et puis, il y a tout un volet là qui consiste, et là, on a, je crois, toute l'attitude pour agir, et vraiment la région Grand Est
notamment par le biais de Grand Innov Plus, travaille sur ce sujet, c'est d'aider, d'encourager, de soutenir cette mobilisation des PME, des TPE pour répondre à la commande publique. Parce que si on a beaucoup d'investissements, par exemple, des marchés qui sont bien conçus et qui permettent de valoriser les atouts locaux, encore faut-il qu'il y ait des candidats, qu'il y ait des entreprises pour remplir, soumissionner des offres aux appels d'offres. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, on arrive à trouver des fournisseurs locaux. Le plus difficile, quand on est un acheteur public, c'est de ne pas avoir justement de candidats locaux qui répondent aux appels d'offres. Donc, ce volet-là, comment on le traite? On le traite en centralisant déjà, par exemple, les appels d'offres. Et donc, la plateforme Apogée.org centralise tous les appels d'offres du Grand Est. Donc là, il y a vraiment un accès à la totalité de la commande publique. La commande publique en Grand Est, ça représente plus de 5 milliards. En 2020, on était à 5,3 milliards et avec les progrès, la commande publique est plutôt en perspective aujourd'hui assez dynamique. On va augmenter, on va aller au-delà de ces montants-là. Donc, il y a vraiment des possibilités de business, il faut dire les choses comme elles sont, pour toutes les entreprises du Grand Est en se renseignant sur les appels d'offres qui sont passés dans notre région. Et avec un réseau plus fin, le réseau de la commande publique Grand Est, on continue à essayer de travailler là vraiment dans le détail pour lever les contraintes parce que c'est parfois effectivement d'un formalisme très lourd, la réponse aux appels d'offres. Il faut qu'on démystifie un peu cette commande publique et donc on va poursuivre aussi, c'est le mandat que nous a donné Jean Rotner, notre président de région, c'est qu'on poursuive ce travail de conviction que la commande publique, elle n'est pas réservée qu'aux entreprises installées, aux grandes entreprises encore moins, mais que les TPE et toutes les PME de nos territoires peuvent parfaitement y trouver leur place. Voilà un peu les résolutions qui sont les nôtres et qui, je crois, répondent qui essaient de saisir cette opportunité formidable qui est la perspective des JO olympiques et paralympiques pour 2024 dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris Ravignon, pour ces précisions sur la volonté de la région de s'engager et de continuer à s'engager pour une commande publique qui serve le développement économique des acteurs régionaux. Voilà, pour résumer très rapidement. Alors merci beaucoup à tous, madame et messieurs, pour vos présentations qui étaient riches. Donc effectivement, comme on l'avait dit au départ, et comme ça a été rappelé dans le chat, on vous les mettra à disposition, alors en même temps que le replay, donc il faut nous laisser un petit peu de temps pour vous les communiquer, mais vous les aurez la semaine prochaine. On va passer peut-être à quelques questions-réponses, puisqu'on est dans le timing pour traiter quelques questions-réponses. Je vais du coup redemander peut-être à nos différents panélistes qui sont intervenus de rallumer les caméras pour pouvoir vous interpeller. Alors, moi, j'ai noté un certain nombre de questions entre ce qui a été posé dans le module de questions-réponses et ce qu'on avait en amont. Donc, je vais peut-être en distribuer quelques-unes et puis les participants, n'hésitez pas à en ajouter d'autres si vous n'avez pas les réponses attendues. Il y a eu une question, alors je pense un petit peu en réaction aussi. Alors, il faut que je réautorise la caméra de Monsieur Pélissier, puisque je lui ai encore coupé, je suis navrée. Donc voilà, je l'ai autorisé. Sur la répartition un petit peu de qui passe quel marché, ça a été abordé un petit peu. Je pense que ça serait intéressant peut-être de le rappeler pour ce qui relève des marchés vraiment qui sont passés par le comité d'organisation des Jeux. Donc il y a Paris 2024 qui va passer un certain nombre de marchés, mais il y a aussi la Solidéo pour les marchés qui relèvent du bâtiment. Il y avait des questions en amont d'architectes, de bureaux d'études ou de thématiques relatives à l'eau. Je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Ce qui relève de ça, est-ce que c'est plutôt du côté de la Solidéo, du bâtiment? Est-ce que c'est du côté de Paris 2024? Est-ce que vous pouvez un petit peu, Monsieur Debargue, peut-être nous repréciser comment tout ça se passe? Oui, bien volontiers. Je crois que c'est une précision très importante à apporter. Les Jeux se construisent sur une période de 7 ans, depuis l'attribution à Buenos Aires en 2017. Et le premier acteur qui œuvre, c'est la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, qui est une structure publique et qui fabrique des équipements de BTP pérennes. Donc, notamment, on l'a dit, la construction du village olympique, qui est en soi une ville
parce qu'elle va héberger au moment des Jeux environ 15 000 personnes. Et elle se transformera ensuite, comme il a été bien expliqué, dans un quartier écologiquement en pointe pour les 30 ou 50 ans qui viennent. Donc, ça va être une ville du futur et elle va se transformer. Donc, la Solideo construit, fait appel à ses promoteurs, aux constructeurs et ensuite à toutes les entreprises qui vont construire et vont livrer à Paris 2024, qui est une structure privée, une association privée financée par de l'argent privé, qui, elle, va aménager ces sites, qu'ils soient donc nouveaux comme le village olympique ou la nouvelle piscine olympique à Saint-Denis, et va aménager. Et donc, dans le village olympique, nous, on va installer les couettes, les oreillers, les matelas, les tables de nuit, les lampes, la cantine pour les athlètes, tous les services qui vont permettre de fonctionner. Ce qu'on dit souvent pour illustrer ça de manière un petit peu imagée, c'est de dire, en fait, si on dit que les jeux reposent sur ma main, si je retourne ma main, tout ce qui tombe, c'est le comité d'organisation des Jeux olympiques. Voilà. Puis le reste, c'est la Solideo. Donc, en fait, ces deux structures différentes, on travaille côte à côte. Et donc, pour nous, la Solideo va nous livrer les nouveaux ouvrages, ceux qui n'existent pas aujourd'hui, sachant que 95% des sites olympiques existent déjà. Et là, pour le coup, c'est plutôt Paris 2024 qui directement va opérer les aménagements nécessaires pour mettre ces sites en configuration sport, pour permettre aux différentes populations, athlètes, délégations, journalistes, notamment, de pouvoir opérer dans les meilleures conditions au moment des Jeux. Donc, on a bien deux structures, une publique, une privée. Toutes deux passent des appels d'offres publics, mais il y a une vraie distinction dans ce qu'on appelle le BTP par rapport à ce qui est de l'aménagement de sites et d'équipements. Merci pour effectivement, ces rappels très clairs. Peut-être Stéphanie Lambret sur la partie justement tout ce qui relève par contre de la construction et des aménagements des sites portés par les collectivités. Les marchés se passent bien du côté de chacune des collectivités. Tout à fait. Tout ce qui est CPJ, de toute façon, c'est la collectivité propriétaire qui a dû candidater et qui porte elle-même les travaux. Donc, c'est la collectivité locale. Alors, en règle générale, c'est vraiment la commune. Quelquefois, c'est l'interco qui peut porter le projet. Voilà. Et donc, je voulais que ces précisions soient rappelées parce que, en fait, selon l'émetteur des marchés, on ne va pas tous les trouver au même endroit. D'où l'importance, on reprend l'importance sur des appels d'offres et les marchés sont publiés, mais encore faut-il les trouver. Donc, il y a ce qui se passe, ce que la Solideo publie, ce que Paris 2024 publie et ce qui est publié au niveau des collectivités. Donc, il y a plusieurs plateformes, hein, les différentes plateformes ont été citées dans le chat. Pour ce qui se passe, en tout cas, dans la région Grand Est, quel que soit le porteur du marché, vous les trouverez sur apogée.org. Pour ce qui se passe effectivement du côté de la Solideo et de Paris 2024, il y a le site de Paris 2024 et je crois que Maximilien, c'est sur la plateforme Maximilien que vous pourrez télécharger les dossiers et répondre au marché. Voilà. Pour les petites précisions techniques, mais néanmoins importantes. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Debargue ? Non, absolument. C'est vrai que par ailleurs, les sites dont on a parlé plus tôt, que sont ESS 2024 et Entreprise 2024, reprennent aussi Oui, des marchés, donc sont aussi des bons points d'information pour retrouver toutes ces opportunités. c'est ça. Là, on peut se référencer effectivement et avoir également les informations sur SS 2024 et sur la plateforme mise en place par la Caisse d'épargne également. Donc, il y a beaucoup d'outils. À vous de trouver ceux qui vous conviennent et de vous abonner là où ça vous rend le service le plus efficace. En tout cas, les référencements permettent aussi d'être connus des organismes qui vont publier les marchés. Vous pouvez faire la veille d'un côté et le référencement de l'autre. Ça vous assure toutes les chances d'être visible. Il y avait une question ou deux dans les questions d'avant et d'aujourd'hui sur la mobilité aussi. Est-ce qu'il y a des marchés liés à la mobilité au sein du village olympique et la mobilité, le transport également? On parlait des Jeux paralympiques. Est-ce qu'il y a aussi du transport des personnes en situation de handicap qui est envisagé dans le cadre des Jeux? Est-ce que ça, on peut avoir une petite précision là-dessus? Alors oui, le secteur des transports, c'est vraiment un très vaste secteur, un très grand enjeu qui se partage entre les transports publics, puisque Paris 2024 a une stratégie de transport public en lien donc avec les services de l'État pour favoriser au maximum l'utilisation des dispositifs existants. En fait, on ne veut pas créer inutilement
un flux supplémentaire qui soit par ailleurs négatif en bilan carbone et qui soit compliqué. Donc, on travaille plutôt sur des dispositifs d'accessibilité sur les transports publics comme étant une façon de gérer le mieux possible, notamment les 13 millions de spectateurs que les Jeux vont attirer. On a aussi d'autres populations effectivement à transporter, les athlètes qui vont voyager efficacement entre le village olympique notamment et les sites de compétition. Il y aura des voies olympiques, donc ça c'est plus une question de priorité de l'utilisation on va dire, des voies de transport. Et on aura donc aussi tout un dispositif de VTC, de transport, soit de minibus, soit de véhicules particuliers, pour toutes les familles de ce qu'on appelle les familles olympiques, les officiels, les arbitres, euh, les, euh, les dignitaires, puisqu'on aura aussi beaucoup de dignitaires qui viendront, et toutes les délégations. Et donc, il va y avoir de multiples opportunités. Alors, on ne vous cache pas que c'est un secteur aussi sur lequel Paris 2024 va rechercher et recherche des partenaires. Et je crois que ça, c'est un élément important à expliquer à tous, c'est que les Jeux se financent en partie avec des sponsors, avec des partenaires, et que évidemment, à chaque fois qu'on trouve un partenaire ou un sponsor, d'une certaine façon, ça peut préempter une partie d'appel d'offres qu'on ne lancera pas, puisqu'on donnera une priorité évidemment aux services et aux biens que ces partenaires peuvent nous apporter. Voilà. Donc, ça peut limiter dans certains cas le champ des opportunités, voilà, mais pour autant, ces partenaires, ils font travailler en France des salariés et ils fournissent des services et donc ils fournissent de l'activité mais qui est moins ouverte aux appels d'offres. Je crois que c'est utile de le préciser parce qu'il ne faut pas non plus mésestimer ce côté de l'équation qui est une réalité et qui peut faire que dans certains cas, il y a effectivement des appels d'offres qui ne sortiront pas si on a pu couvrir certains aspects au travers de partenariats. Oui, merci pour ce rappel, pour cette clarification. Alors Stéphanie Lambre et Christophe Divy souhaitaient apporter également des éléments complémentaires. Stéphanie, puisque vous avez caméra et micro ouverts, allons-y. Et Christophe ensuite. Merci. Par contre, au niveau du territorial, c'est vrai qu'il y aura peut-être des offres de transport qui vont être lancées justement pour le déplacement des délégations qu'on pourrait accueillir ou le déplacement de certains groupes, notamment des scolaires dans le cadre des animations, ce genre de choses. Donc là, par contre, au niveau local, c'est clair qu'il y aura peut-être des opportunités plus précises au niveau des transports. Merci. Christophe Divy. Ouais. Oui, je voulais rebondir. Je crois que ma vidéo est désactivée, Ophélie, Oui. et c'est pas moi qui ai la main. Ah, j'ai osé. Aucun souci. L'important, c'est que vous m'entendiez. Je voulais rebondir sur le propos d'Olivier, sur les partenaires, en citant l'exemple du coq sportif qui effectivement est implanté sur la région Grand Est, sur le bassin de Romilly, et effectivement travaille depuis un certain nombre de semaines avec un établissement du handicap, la paye de l'Aube. Et donc, c'est un bon exemple de marché démultiplié finalement, des opportunités qui sont offertes par un certain nombre de partenaires et de grandes entreprises qui sont aux côtés de Paris 2024 et qui vont pouvoir conférer en sous-traitance à des acteurs locaux, en particulier dans le champ de l'économie sociale et solidaire, une partie de leur production textile, une partie de leur service de logistique, une partie de leur service d'exploitation et de maintenance d'un certain nombre de sites. Il y en a un nouveau d'ailleurs qui est en train d'être accéléré sur le territoire. Donc voilà, c'est un exemple de plus que je voulais donner pour montrer qu'effectivement cette dynamique elle est importante, y compris pour pouvoir se rapprocher d'acteurs privés qui sont en lien contractuel avec Paris 2024. Oui. Très bien. Alors peut-être une petite dernière question, si on peut la traiter. Là, on termine normalement 11h30. Certains ont des contraintes. Il y a eu des questions sur des marchés éventuellement liés à la communication, les goodies et l'agroalimentaire. Est-ce que ça, il y a des réponses à apporter du côté plutôt Paris 2024 peut-être, sur des opportunités pour ces secteurs-là? Oui, je laisserai peut-être Christophe dire un mot sur le côté agroalimentaire parce que là, on a une vraie stratégie orientée durabilité, donc il en parlera probablement un tout petit peu mieux que moi. Les goodies, ou plus exactement les produits dérivés, c'est un enjeu très important parce que ça va générer un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Je dis bien plusieurs milliards d'euros en produits dérivés qui vont être mis à disposition des Français
avec l'image des Jeux et les anneaux olympiques. Ce sont des achats un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas effectués au travers d'appels d'offres directement pilotés par Paris 2024. Nous, on fait des appels à manifestation d'intérêt pour rechercher des partenaires qu'on appelle des licenciés qui vont pour notre compte, dans différentes catégories de produits, mettre sur le marché ces produits dérivés et les faire fabriquer. Et ils sont licenciés, donc c'est une forme de revenu pour Paris 2024 qui aide à financer les Jeux. Pour autant, ces marchés sont très encadrés sur l'aspect durabilité. On a des critères très solides. Le choix de ces licenciés s'effectue en particulier sur ce critère-là. Et donc, on tente à pousser au maximum les enjeux environnementaux et sociaux, et ce qui tente à essayer d'optimiser le mieux possible, à chaque fois que c'est possible, une production plutôt locale. Maintenant, c'est la règle des marchés. On ne pourra pas faire du Made in France de par la règle la commande publique elle-même et de par parfois certaines situations économiques. Il y a quand même des filières qui s'organisent, qui sont en train de se réorganiser, notamment sur le textile, sur une réindustrialisation. Le coq sportif en est un bon exemple, hein. Et d'autres acteurs y viennent à nos côtés. Et donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être créer aussi une opportunité pour que certains acteurs qui ont envie de réindustrialiser et de rapatrier des productions locales manquent peut-être de marché et d'opportunités pour avoir cette impulsion et créer une dynamique avec les pouvoirs publics aussi pour mettre ça en œuvre. Les Jeux, c'est une opportunité, c'est une possibilité, et donc je pense qu'on va voir des exemples demain de sujets qui bénéficient par les Jeux et par l'impact que les Jeux peuvent avoir, et qui portent du coup une initiative qui devient ensuite durable, puisque l'objectif évidemment, c'est pas seulement 2024, mais c'est une stratégie à plus long terme. Merci Christophe. Un complément? Parce que c'était la proposition. Oui, peut-être un rebond sur la filière de l'alimentation durable. Effectivement, le sourcing qu'on fait des entreprises locales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on essaye de le structurer en fonction d'un certain nombre de filières ou de secteurs d'activité. L'alimentation durable en fait partie, c'est une filière prioritaire, stratégique. Il va y avoir des volumes d'achat importants. Il va y avoir, effectivement, il y a déjà eu d'ailleurs un gros marché sur les services de restauration pour le village des athlètes, qui concerne le territoire de la Seine-Saint-Denis en termes d'implantation, mais en réalité, quand on décortique un petit peu la filière de l'alimentation durable, sur le premier maillon, et donc effectivement l'approvisionnement, l'ensemble des filières de production alimentaire, il faut qu'on puisse avoir un sourcing et un référencement le plus diversifié possible, qu'on puisse avoir un maximum d'entreprises qui pourront, sur les filières de protéines, sur les filières de fruits, de légumes, qui pourront apporter un certain nombre de solutions complémentaires à ce que le gros opérateur choisi par Paris 2024 pourra être en capacité ensuite de délivrer. Je prends volontairement le premier maillon de l'approvisionnement parce qu'il peut concerner en partie des entreprises de votre territoire, parce que les circuits courts nous amènent jusqu'à 150 ou 200 km de la Seine-Saint-Denis, et donc effectivement, en partie, certains des territoires peuvent être concernés sur le Grand Est, mais je prends aussi un autre exemple qui concerne complètement l'aval de cette grande filière de l'alimentation responsable sur la collecte, sur le tri et ensuite sur le traitement et la valorisation des déchets alimentaires. Il y a une question de lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis il y a une question aussi de gestion des biodéchets, bien sûr, selon qu'on soit sur des sous-filières de méthanisation, par exemple, on va avoir, ou de compost, hein, bien sûr, on va avoir là aussi un sourcing d'acteurs qui sont en train de passer à l'échelle. On a un certain nombre d'opérateurs de l'économie sociale et solidaire qui sont en train d'accélérer leur modèle économique sur cette sous-filière. Il y en a un certain nombre qui sont aussi sur le territoire régional du Grand Est. Donc, on a lancé cette démarche de sourcing avec Paris 2024. On a commencé à rédiger notamment un document de sourcing écrit, parce qu'à un moment, c'est important d'outiller les acheteurs et d'outiller les gros opérateurs qui gagnent les marchés de restauration de Paris 2024. C'est un cahier d'impact sur l'alimentation responsable. C'est un document qui maintenant a vocation à être tout à fait complété. Il est très évolutif, et donc nécessairement, si vous faites partie de ce secteur d'activité et que vous pensez pouvoir venir compléter des offres de services de gros opérateurs de la restauration, on pourra travailler avec vous dans ce sens-là.
l'alimentation responsable sur ce cahier d'impact, mais aussi d'autres secteurs comme la logistique, comme le mobilier en économie circulaire. Olivier Debargue en a dit un mot tout à l'heure. Et puis sur l'accessibilité universelle qui font partie des gros secteurs d'activité sur lesquels on va continuer à explorer, à approfondir ce sourcing. Et on a besoin de vous pour venir l'explorer et l'approfondir de manière fine et de manière territorialisée sur cette région. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que l'agroalimentaire était un secteur important en région Grand Est également, donc les précisions étaient utiles. On est au bout du temps, donc je remercie vraiment l'ensemble des participants, des intervenants. Alors pour les participants, j'ai encore quelques rappels d'infos pratiques, mais les intervenants, je sais que certains avaient des contraintes, donc je vous remercie. Je ne sais pas si Monsieur Ravignon, vous souhaitiez rajouter un petit mot, ou si voilà, sinon… Tout simplement pour remercier tous les participants très, très sincèrement et souhaiter que cette masterclass ait été profitable à tous ceux nombreux qui écoutaient et qu'ils puissent, ça puisse générer pour eux de belles perspectives et participer à cette reprise qu'on sent s'amorcer en ce moment de manière assez forte dans nos territoires. C'est une bonne nouvelle après la période très compliquée qu'on vient de traverser et la perspective des JO 2024 y contribue fortement. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à chacun de nos intervenants qui a pris le temps d'être avec nous ce matin, et merci Monsieur Pellissier pour le témoignage également qui est venu éclairer les propos. Je vais me permettre de repasser quelques slides pour des infos pratiques plutôt pour les participants. Alors, voilà, nous avons, voilà, on a parlé, donc question-réponse, on a parlé de Apogée pour identifier les appels d'offres dans le Grand Est, donc apogée.org. Allez regarder, fouiller ce qui se passe près de chez vous. Il y a plein d'appels d'offres à disposition. Il ne faut pas hésiter à les consulter. C'est gratuit, c'est simple. On ferait très prochainement un webinaire pour vous présenter comment ça fonctionne, cet outil-là. Et puis, on a d'autres webinaires pratiques sur la thématique de la commande publique, le Chorus Pro, pour certains qui ont peut-être déjà eu à déposer des factures sur cet outil et qui auraient eu des difficultés. Donc, on fait un petit webinaire qui permet de vous présenter et puis de répondre à vos questions sur cet outil-là. Un sujet sur les achats publics d'innovation. J'ai vu des questions qui portaient là-dessus, donc on va refaire un point sur les procédures, les méthodes, comment ça marche, le 8 octobre à 9 h. Et enfin, après ces rappels très rapides, je vous invite tous en fermant votre Zoom à répondre à l'enquête de satisfaction pour nous donner votre avis sur cette masterclass, pour qu'on puisse vous proposer encore des sujets ou des masterclass sur ce sujet ou sur d'autres qui vous intéressent, et savoir si on a bien pu répondre à toutes vos questions. Et si ce n'était pas le cas, dans le chat, vous avez l'adresse internet de nos services, donc vous pouvez nous écrire pour avoir des réponses aux questions qui vous resteraient. Voilà. Donc merci beaucoup et à bientôt pour de prochaines masterclass ou autres rendez-vous. Au revoir et merci.